En Afrique, on a beaucoup de problèmes. Peut-être qu'au Cameroun, on a encore les problèmes de double vanne. On a encore les problèmes de faux diplômes. On a encore toutes ces applications-là. On peut résoudre ça avec la blockchain. Bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette émission-ci. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de très très spécial. Un développeur, un trader, crypto-investisseur qui va partager avec nous son aventure dans cet univers du début jusqu'à maintenant. Mais qui de mieux que lui pour se présenter est Didier. Effectivement. Alors, dis à toute la communauté, essaie de te présenter qui est Didier Maton. Didier Maton est un financier. J'ai fait des études en finance de marché. Je suis doctorant. Et dans la vie active, Didier Maton est data scientist, analyste. Et je suis développeur d'applications desktop. Donc, j'ai des entreprises à créer des applications qui facilitent la vie et créer aussi des solutions d'intelligence artificielle. À côté de cela, je suis trader et crypto-investisseur depuis fin 2018. Bon, il est clair qu'on se connaît depuis plusieurs années. Je veux savoir quel a été le déclic qui t'a poussé à te lancer. Oui, j'entre une fois dans le vif du sujet. Quel a été le déclic qui t'a poussé à te lancer sur l'investissement des crypto-monnaies? Bon, deux choses. La première chose, c'est que je me rappelle en 2018, j'avais un ami qui était en Russie et j'avais voulu envoyer l'argent à mon ami. À l'époque, j'étais un répétiteur, donc j'ai travaillé, j'ai eu environ 40 000 francs et mon ami avait des difficultés en Russie, paix à son âme. Je me rends donc à EcoBank pour envoyer les 40 000 francs à mon ami. Je me rappelle, on m'avait coupé environ 15 000 francs. Pour envoyer 40 000. J'ai bavardé. Je me suis plaint. Et là, je me pose la question, comment faire pour commencer à faire le transfert d'argent en moindre coût? Là, c'est de là que tout part. Et quelques temps après, je me rappelle, nous étions déjà ensemble. Et j'avais constaté que chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, tu achetais un nouveau techno. Et je dis, gars, mais il y a quoi? Pourquoi tu es toujours en train de varier le téléphone? Tu me dis, non, c'est bien pour les affaires. Quelle affaire? Vu que je te vois chaque fois à la maison, et toi-même, tu étais un bon répétiteur, tu te rappelles? Oui, quand la période où on donnait les cours de répétition. Voilà. C'est là où tu me parles aussi des cryptos et de tout ce qui va avec. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais quand même stable. J'étais quand même stable en tant qu'étudiant. Comparé à nous autres. Oui, effectivement. Mais, je pose la question que, mais, comment moi, je suis plus actif sur le plan professionnel que Rostand. Et puis, Rostand est toujours en train de changer les téléphones. Il y a certainement quelque chose. C'est en fait là le véritable déclic. Donc, c'est à ce moment que tu as réellement pris la décision de vouloir commencer à investir sur les crypto-monnaies. Parce que je me rappelle à un moment donné, tu étais très sceptique. Quand on parlait des cryptos, tu disais, oui, je vais voir. Tu te rappelles qu'avant, je faisais les répétitions, j'avais une structure. Oui. Qui me rapportait à la fin du mois. Tu m'as même donné plusieurs élèves. Voilà. Oui. Donc, en tant qu'étudiant, j'avais près de 250 000 francs par mois. Donc, en réalité, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je vais souffrir pour comprendre ce que c'est les crypto-monnaies et tout ça. C'est un peu ça. Voilà. Et bon, une fois que tu as compris ce que c'était et l'opportunité, c'est à quel moment tu as décidé de mettre les sous à l'intérieur? Tu te rappelles la fête qu'on a fait chez moi en fin 2018? Oui. Tu avais participé. Alors, c'était moi le boss. Oui. J'avais participé, mais je me posais la question que, mais comment on s'en fait pour participer? Alors que même on était un jongleur étudiant. Donc, dans cette petite curiosité-là, je me rappelle en fin d'année, quand c'était en décembre, en début janvier 2019, une fois, j'ai eu un petit agent qui est passé. Tu me dis, gars, je peux te vendre, même si c'est 15 000. Je peux te vendre des bitcoins, tu achètes même le EOS. Quand c'était EOS, un truc comme ça, voilà, oui. Bon, il dit que bon, ça va, tu as trop parlé. Prends les 15 000 là. C'est comme ça que tu m'envoies le bitcoin. Je sais peut-être que j'ai reçu le bitcoin peut-être 2 jours après. Tu me dis, gars, entre c'est EOS. Mais seulement que ce qui m'a énervé, c'est que, bon, pas énervé, mais ce que je veux dire, c'est que, à l'époque, tu m'appelles au téléphone pour m'expliquer comment faire pour acheter EOS. Mais il dit, mon ami, quand même, toi, c'est Didier Maton. Dis, il va faire que non, attends, parce que si tu rates, tu perds ton argent. Et puis,
c'était un marché financier, c'était un estime, bon, je sais pas le nom, c'est pas la publicité, mais je vois les graphiques, je vois un ensemble de choses, je dis, mais hey, c'est comme ça que j'ai fait ma première transaction. Et ensuite, je me lance effectivement dans le domaine, Dans le domaine des corps, crypto-monnaies. âme et esprit. Voilà. J'entre effectivement dans le domaine. Oui, je me souviens très bien de cette période-là. Et quelles sont tes premières difficultés? Naturellement, tu as des bases en finance. Tu maîtrises quand même un peu le domaine financier, tu comprends un peu le flux d'argent et tout. Ça a été quoi ta première aperçu? Non. Quel était ton premier aperçu sur les cryptos? Parce que il y a l'aspect investissement. Mais est-ce que tu n'avais pas peur des risques de volatilité et tout ça, et même de perdre tes fonds? Bon, c'est vrai que je suis autodidacte, je suis très curieux. Donc, après la transaction, je me rappelle, on avait travaillé plusieurs fois. Tu m'as donné les bases. C'est quoi un token? C'est quoi un coin? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Je sais même pas si tu te rappelles. Non, je me J'ai rappelle pris très les bien. bases. Après ça, j'ai approfondi le domaine. J'ai essayé de mieux connaître l'analyse fondamentale, ouais, tout ce qui va avec dans l'écosystème. Et j'ai donc découvert que, hormis ce qu'on nous présente, crypto en tant que tu peux investir, tu gagnes, mais en réalité, il y a tout un pan technologique derrière, la blockchain et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, j'ai commencé à réellement investir quand je prenais déjà des bases. Je comprenais, j'ai commencé à comprendre que il y avait on pouvait développer une blockchain, on pouvait déployer une application sur une blockchain et tout ça. Donc, du coup, j'avais confiance à la technologie. Ça m'a aussi encouragé à investir dans les crypto-monnaies. Ok, naturellement, tu avais quand même des bases développeurs, donc tu comprenais un peu mieux la technologie par rapport à d'autres qui viennent juste pas pour le gain. Effectivement. Voilà. Donc du coup, dans le début de ton apprentissage, forcément, tu regardais des vidéos sur YouTube, tu prenais peut-être pour modèle certaines personnes. C'était qui? Tu t'es basé sur, tu avais des mentors, tu t'es basé sur quelle vidéo? Tu regardais plus les vidéos de qui pour te diriger en ce moment-là? Bon, c'est vrai que déjà, il y a toi, Rostand, il y a aussi Yann. Je salue déjà Yann. Je ne sais pas si Yann va écouter la vidéo. J'espère qu'il va écouter la vidéo Il y a aussi. aussi Yann qui a arrêté ma main. Bon, mais en fouillant, au départ, j'étais pas trop YouTube parce que il y avait constamment des oppositions d'idées. Par exemple, à l'époque, il y avait Asher qui était déjà vraiment Asher nous a Bien aussi assis, non, moi c'est le premier nous a YouTuber que moi j'ai beaucoup. commencé à suivre. Effectivement, il y avait Asher qui faisait déjà les vidéos à l'époque. Il y avait aussi d'autres YouTubeurs, mais constamment, je voyais qu'il y avait un peu les points de vue divergents. Bon, qu'est-ce que je faisais? Je je me concentrais plus sur les white papers. Donc, quand j'entendais parler d'une crypto-monnaie, je partais sur son site, je prenais le livre blanc et je partais à la source, en fait, pour essayer de lire et mieux comprendre. C'est comme ça que j'ai rapidement appris. Non, non, ça, c'est une très bonne. Déjà que tu es autodidacte, donc c'est un gros avantage parce qu'il y en a qui, moi, je ne vais pas te mentir, pendant les formations, je reçois parfois des questions, moi, je ne comprends pas. Tu travailles avec quelqu'un, tu expliques, c'est quoi un token? Tu expliques, c'est quoi une crypto-monnaie? Et puis, un matin, il te demande que Ethereum, c'est quoi? Malgré le fait que tu as donné la définition avec des exemples de ce que c'est une crypto-monnaie, ce que c'est un token, ce que c'est un meme coin. Bref, tu vois un peu. Naturellement, avec l'esprit ouvert, tu dois aller chercher. Si on m'a donné la définition du token, de crypto, je dois savoir faire la différence entre les deux éléments. Mais malheureusement, beaucoup sont, je vais pas dire idiots, mais faibles d'esprit. Parce que dans leur tête, c'est si j'ai payé la formation, alors il va tout me dire. Pourtant, le principe dans la formation, surtout avec Osmond Afrique, c'est le suivi. Tu vois, parce que avant même de te prendre, après ces événements-là, avant de prendre un nouvel étudiant, on se rassure d'abord, est-ce qu'il est sûr de savoir ce qu'il veut? Parce que si sa définition, c'est de dire, je vais investir en janvier et gagner l'argent en février, on ne travaille pas avec lui. Mais si sa définition d'investir, c'est sur le long terme et comprendre les fondamentaux de l'activité dans laquelle il va investir, là, on peut travailler. Tu vois un peu. Maintenant, dans cette lancée-là, ça a été quoi ta meilleure prise de position sur le marché? C'était sur quel actif? Bon, pour être honnête, on avait quoi avant? J'ai eu tellement de meilleures prises de position. Non, mais la meilleure qui t'a donné un montant assez conséquent. J'ai plusieurs cryptos qui m'ont donné un montant assez conséquent. Je vais quand même parler rapidement en disant que je découvre Solana en soit mai ou juin 2020. Oui.
du coup, Solana. Avec Kevin Ashigi, qui est au Canada, je ne sais pas s'il m'écoute. Donc, on découvre Solana ensemble. Sauf que, quand on fait les recherches, on confond Solana à Ethereum, SEM. Donc, nous, on se dit que Solana, c'est le coin, c'est le token, et Ethereum, c'est la blockchain. On découvre Solana via une vidéo de Asher. Soit Asher, soit c'est un tweet. Il y avait même aussi le journal du coin qui en a beaucoup parlé. Le journal du coin qui en a beaucoup parlé, effectivement. J'achète Solana à $10,000. Je fais ma première revente de Solana à $8. Et je fais une deuxième revente à $67. Parce que j'aime pas en DCA. Et dans un contexte de bull run, je revends Solana à $175. Et mes dernières Solana, je vends ça à $202. $202. Oui, j'ai eu ce genre de position à plusieurs reprises. Tu te rappelles, tu m'avais donné d'autres à moins de $2, je crois. J'avais vendu à $48. Ah, mais monsieur Elrond. À $1, oui, $2. Oui, c'était rien. Je me rappelle quand Elrond est parti à $17, j'avais vendu. J'ai encore revendu à $68. J'ai encore revendu Elrond à $175 avec Clovis. C'est pas si Clovis écoute. Il va forcément suivre. J'ai revendu à 175, mais Elrond est parti à 565. J'aime toujours rappeler cette histoire-ci. J'ai connu Elrond par les vidéos de Asher. À l'époque, on n'appelait pas ça. C'était Elrond Gold. Tu vois, je crois c'était comme une crypto-monnaie backée par de l'or. Tu vois, et c'était vendeur. Et bon, c'est comment Asher, quand il explique un projet, tu es waouh, tu vois un peu. Et via avec la communauté qui le suit. Parce que moi, j'ai un principe, en fait, à cette époque, c'était, si Asher parle d'un projet sur 1, 2, 3 vidéos, avec l'audience qu'il a, il sait que les gens vont l'acheter. Tu vois un peu. C'est la même façon que j'ai acheté l'utilise. Je prends Elrond à $1. J'ai investi $1,000. Donc, j'avais 1000 jetons. Quand Elrond arrive à 8, 10, j'observe et dis non, je ne vends pas. Quand il arrive à 15, je me dis non, j'ai fait le coup du siècle. Donc, il faut 15 sur un actif. Donc, quitter de $1,000 à $15,000. Bon, en France, c'est pas pour ceux qui écoutent, c'est pratiquement quitter les 630 000 après de 15 000, après de 8 millions de francs CFA. Donc, tu investis 630 000, tu gagnes 8 millions. Je me suis dit non, c'est bon, j'ai tout vendu. J'aurais dû peut-être vendre, disons, 50% et laisser les autres 50%. Et le rond est monté à 50, 100. J'ai dit non, il va redescendre, je vais réacheter 150, 200. À 500. Jusqu'à 500. Je reste comme ça, je prends la calculatrice. Que si j'avais laissé mes 600 000 investis, c'est que j'ai gagné au moins $400,000. Donc près de 210 millions. Et quand je reste, je dis, et il y a des gens qui sont assis chez eux, ils disent que les crypto-monnaies, c'est le fake. Non. Du coup, en termes de chiffres maintenant, tu as donné ta meilleure position, mais tu as gagné combien concrètement? Oui, parce que ceux qui écoutent, ce sont les chiffres qui nous intéressent. Je vais d'abord quand même préciser quelque chose. Les gens pensent que les crypto-monnaies, c'est le fake. C'est aussi à cause du contexte. Nous sommes dans un contexte où la plupart des personnes ne vont pas directement en bourse, ne vont pas directement sur le marché financier pour pouvoir faire leurs investissements, mais passent plutôt par des entreprises qui font le marketing des réseaux. MLM. Et ces entreprises, généralement, parlent de crypto. Donc, on a eu plusieurs cas, je ne vais pas revenir dessus. Donc, c'est ça qui fait en sorte que certaines personnes sont réticentes parce que, généralement, le marketing des réseaux, après un certain moment, ça scam. Ça scam, oui. Or, le plus souvent, lorsque tu pars directement sur le marché financier, sur la bourse et tout, tu gères toi-même tes fonds, en quelque sorte. Et dans les cryptos, tu as la possibilité de garder ton argent, soit sur la plateforme, soit de garder ça dans un portefeuille décentralisé. Bon, je n'aime pas parler de l'argent. Mais je vais dire quelque chose. Avant, on avait quoi? Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on a beaucoup. Mais une chose est certaine, c'est que quand je regarde aujourd'hui, la plupart des choses que j'ai pu avoir, le peu de choses que j'ai pu avoir, ce sont les cryptos. Donc, je me rappelle, j'ai commencé les cryptos avec 15 000, j'ai dit, et j'avais investi maximum 500 000, maximum, et parce que j'étais réticent, je te rappelle. Exactement. Mais j'ai gagné beaucoup.
J'ai gagné beaucoup. Donne l'intervalle. J'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai fait minimum fois 50. Fois 50. Minimum. Donc, on parle à peu près de combien? C'est les chiffres. Je ne parle pas d'argent. C'est les chiffres. On avance, je ne parle pas d'argent ici. Mais honnêtement, j'ai gagné dans les crypto-monnaies. J'ai aussi perdu dans les crypto-monnaies, mais quand j'essaie de faire le ratio gain et perte, c'est beaucoup plus gagnant. Je comprends aussi que parler des chiffres, c'est aussi compliqué avec les enlèvements des gars qui sont dans la cryptosphère et tout. Donc, ceux qui programment déjà enlever, peut-être Didier là, mais calmez-vous. Bon, du coup. Je n'ai même plus, hein. Donc, du coup, est-ce qu'à un moment donné, tu as senti le besoin d'abandonner? Et si oui, pourquoi? Non. Je n'ai jamais senti le besoin d'abandonner. J'ai un ami, Clovis. Il a investi dans les cryptos. Constamment m'écrit chaque 2 jours, mais gars, je vois, tu postes, tu mets les statuts, tu voyages, tu pars ici, tu pars là, et puis, tu fais comment? Alors que le marché, ne donne pas. On a bien market. Je n'ai jamais eu l'intention d'abandonner. Il faut déjà comprendre une chose. Partout là où il y a le miel, il y a les abeilles. Aucun investissement il n'y a pas de risque zéro. Le risque n'existe pas. Pour moi, à mon niveau, qu'est-ce que je fais? Je me rassure de comprendre ce dans quoi je suis en train de partir. Et je n'ai jamais eu l'envie, je n'ai jamais pensé à abandonner. Du coup, c'est quoi ta stratégie d'investissement? DCA. Tu es plutôt à l'instinct, DCA ou... Non, je ne fonctionne pas à l'instinct avec les cryptos, je suis DCA. Mais au début, est-ce que tu as commencé à investir directement avec le DCA? Bon, la vérité, c'est que avant, j'étais à l'instinct. Maintenant, je ne suis plus à l'instinct. Donc, après le bull run, j'ai arrêté d'être à l'instinct. J'analyse un projet sur le plan du fondamental. Si le projet est intéressant pour moi, il y a la communauté, qui soutient le projet, tout ce qui va avec là. Si c'est propre, j'investis et je suis patient. C'est tout. C'est tout. Donc, par exemple, si j'ai envie d'investir, je n'ai pas de quoi, peut-être que 10 000 $ sur un projet. Qu'est-ce que je fais? Je peux me dire que bon, chaque mois, je mets peut-être que 500 $ ou peut-être 1000 $. Ou alors, je peux plutôt aller sur le plan technique. Je regarde, je fais mon analyse et puis parce que après le bull run, nous étions en bear market. Donc, j'essaie de tracer mes niveaux. Je me dis que à chaque fois que le prix chute à un certain niveau, je rachète, ainsi de suite. Tu te rappelles, j'ai commencé à racheter Bitcoin beaucoup tôt. J'ai commencé à racheter Bitcoin à peut-être 30 000 $. Et en décembre 2022, quand je disais qu'on est au bottom de Bitcoin, j'ai toujours racheté. C'est vrai que j'ai vendu depuis, mais j'ai toujours racheté. Je me souviens quand même de tes étés que tu avais acheté avant l'explosion. Oui, à l'époque, à l'ancien bull run. Oui, c'est vrai. J'ai acheté Ethereum à moins de 100 $. J'ai revendu, c'est même pas si m'écoute ce gars-là aussi. j'ai revendu mes Ethereum aussi à 200 $, 300 $, une partie de mes Ethereum. Et tu vois, et en réalité, c'est parce que la connaissance que j'ai aujourd'hui, c'est différent. Je n'avais pas la même connaissance avant. Si j'avais cette connaissance avant, je ne vais jamais revendre mes Ethereum. Je ne vais jamais revendre mes Ethereum parce que acheter avant pour avoir 10 Ethereum, c'était quoi? C'est 800 $. Maintenant, si pour avoir 10 Ethereum, il faut que garçon. Je ne vais jamais revendre mes Ethereum. Bon, j'avais vendu mes Ethereum à 200, 300 $ pour résoudre un faux problème. Parlant de l'ancien bull run, c'est que chaque bull run est associé à des narratifs qui sont propres à ce bull run là. Comme le premier bull run que j'ai vécu en 2016-2017, on avait la vague des ICO qui vraiment explosait. Et tout ce qui venait, en fait, même la meilleure façon d'investir à cette période-là, c'était de participer à l'ICO. Et te rassure, il n'y avait pas besoin de faire une analyse spectaculaire. Du moment qu'il y a ICO, il y a des influx qui sont dessus, tu participes, peut-être x10, x20, comme ça. Le bull run qui est passé, on avait la DeFi, Metaverse, les L2 qui ont commencé, les L2 qui ont commencé à exploser, notamment celui de Matic Polygon. Matic Polygon. C'était quoi ton expérience avec, par exemple, le narratif de DeFi? Est-ce que tu en as profité pleinement? Bon, jusqu'aujourd'hui, je vais avouer, quand j'essaie de regarder les différents narratifs qui sont là actuellement,
aucun narratif ne m'a fait profiter comme la DeFi. En 2020-2021, nous étions dans la Binance Smart Chain. Donc, j'ai profité sur PancakeBunny. À l'époque, il y avait Bunny comme agrégateur, il y avait comme Dex, il y avait Pancake, soit Bakary, soit Venus. Voilà, Venus. Voilà. Effectivement, Venus. Je ne sais même pas si le projet Venus, c'était vers la fin quand on avait je ne sais même pas si le projet existe encore. Je ne suis pas sûr. Non, à l'époque, on avait facilement des projets où quand tu faisais un bon farming, tu avais les 2000%, 3000%. Je me rappelle à l'époque, je faisais le master recherche en finance. Donc, pendant que mes camarades étaient concentrés pour fréquenter, moi, je fréquente un peu. Pas fait tes 100%, 100%, 200%. Non, c'était magique. Vraiment, la Binance Smart Chain, on avait des taux très intéressants. Très intéressants. Je crois aussi que juste après ça, j'ai aussi profité de la DeFi sur Solana. Je crois, oui. Avec les Redium. Avec les Redium, oui. À l'époque, il y avait le Sol. Non, Solar Token. Hein, oui, c'est le Solar Token. Oui. Qui n'existe même plus. On a checké le portefeuille la dernière fois. C'est là, mais ça ne vaut presque rien du tout. Effectivement. Maintenant, quand tu vois ça, quand tu vois avec ton aventure dans la crypto, quel a été l'événement qui t'a le plus marqué négativement dans cet univers-ci? 17 mai 2021. J'ai fait une erreur de crédit. Je paie plus de 15 000 balles. Dans environ 8 millions de francs CFA. J'ai dit plus. Donc, j'ai mis la barre là-bas pour oui. Donc, tu paies près de 8 millions à cause d'une erreur de trading. Effectivement. Ça s'est passé comment? À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Dans la plupart des exchanges aujourd'hui, lorsque tu passes un ordre, si le prix est beaucoup plus distant par rapport au prix du marché, si ton prix limite est distant par rapport au prix du marché, la plateforme va te notifier que, attention, il y a l'écart. Dans l'époque, c'était pas ça. Donc, je crois que j'avais fait un short sur une monnaie. Donc, je voulais vendre, il ne me rappelle même plus trop. Mais en fait, je crois que je voulais écrire $200. Les 200, j'ai écrit 2.00. C'est parti. C'est parti. 17 mai 2021 à 13h. Ça, c'est... Et tu te rappelles, j'ai fait 3 jours sans sortir. Une minute de silence pour 15 000 $. Non, mais c'est grave. C'est grave. Mais après, tu t'en es remis. Oui, bien sûr. En fait, et c'est ça qui est intéressant dans les cryptos. Ça paye cash. Si tu as la connaissance, tu vas te battre, tu vas t'en sortir. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas subir. Bon, si tu n'as pas la connaissance et que tu as peut-être des mentors qui sont intelligents, tant mieux. Mais c'est ça. J'ai recommencé exactement à zéro. Bon, pas à 0, mais j'ai recommencé. Et puis bon, nous voici. On se bat. Ouais, on continue à se battre. On continue à se battre. En parlant même de continuer à avancer, nous sommes sur un nouveau cycle. Enfin, qui ne se passe pas comme prévu. Quand je dis comme prévu, comparé aux autres cycles, on a le Bitcoin qui a jusqu'à atteindre son ATH un an avant, on a l'arrivée des institutions, on a les ETF, on a Donald Trump avec les tarifs douaniers. Comment est-ce que toi tu perçois ce cycle-ci? Bon, c'est vrai que ce cycle est particulier. Parce que sur le plan technique, je ne me retrouve pas. Parce que quand on regarde le bull run 2012-2013, on regarde le bull run 2017-2017, on regarde 2020-2021, il y avait beaucoup de similitudes. Par exemple, en cette période-ci, à l'ancien bull run, on était déjà dans la hausse, donc on était dans un bull run. Je crois que c'est maintenant c'est que le léger bear market commençait et pour reprendre encore. Parce qu'actuellement, on avait déjà eu la première phase du bull run. Voilà. Et là, c'était la correction pour entrer dans la deuxième phase. Bon, ce bull run est particulier parce que déjà à l'époque, on avait à peine 5000 crypto-monnaies qui existaient. Oui. Actuellement, il y a plus de 20 millions de crypto-monnaies. Les mêmes coins ont pris le pouvoir. Et nous sommes dans un contexte où on a beaucoup d'investisseurs qui sont irrationnels. Dès qu'ils se connectent sur Twitter, hey, il y a une nouvelle crypto là qui est sortie. Ils ont un faux nom. Ils vont acheter. Donc, la plupart des personnes, 10% des personnes essayent d'analyser le marché et pour investir dans des projets sérieux. Mais l'afflux d'investisseurs qu'il y a actuellement dans les cryptos,
ils sont là simplement pour faire le gambo. Des jeunes. Et du coup, on n'est plus dans le même contexte. Oui, actuellement, on n'a pas encore eu une véritable high saison. Bon, pour moi, on n'a même pas eu d'high saison pour le moment. Effectivement. Mais bon, je reste positif parce que je passe sur la base que le marché a une mémoire. S'il y a eu un bull run en 2012-2013, il y a eu un bull run en 2016-2017, 2020-2021. Ah, qui suis-je? Donc, on est patient jusqu'à la fin. Mais le contexte est vraiment différent. En parlant des mêmes coins, c'est quoi ton avis par rapport avant que tu donnes ta réponse, j'ai remarqué quelque chose. Plusieurs personnes de mes abonnés qui me suivent sur mes différents réseaux m'ont DM. J'ai remarqué au bout de la 7e ou 6e personne que la plupart avaient la même préoccupation. La plupart sont venus investir sur les cryptos, justement parce qu'ils sont partis sur YouTube, TikTok, Twitter. On a écrit telle crypto-monnaie, tant il pas t'acheter. Il y en a un qui m'a dit qu'il a investi toutes ses économies sur les crypto-monnaies. Je dis, bon, d'accord. Tu as investi sur quelle crypto? Parce qu'il venait prendre le conseil. Je lui ai dit, en principe, la discussion avec moi, elle est payante. Pour pouvoir faire une réallocation, étudier ton portefeuille, te conseiller et tout. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci, mais dis-moi sur quoi tu as investi. Quand le gars m'envoie la liste de ses actifs, il y a uniquement les mêmes coins. Et même pas les mêmes coins de choix, comme Dogecoin, Shiba. Il a des Dogecoin qui n'ont pas de sens. Quand tu fouilles même au niveau de la communauté est presque inexistante et tout ça. Et avec ce que Donald Trump a fait en début d'année avec les tarifs douaniers, la chute qu'on a eue, il y a des mêmes coins qui ont perdu pratiquement 90% de leur valeur. Et juste à que le portefeuille que le mec a, ce sont les portefeuilles, c'est les actifs qui ont perdu les 90-95. Et pour lui, actuellement, il souhaite sortir en break-even. Et je pense que beaucoup sont dans son cas. Mais sauf que pour lui, ça va être extrêmement difficile. On a plus de 20 millions de cryptos aujourd'hui qui existent. Tu vois un peu, un même coin qui tombe comme ça à moins 95%, va-t-il se relever? On a connu des projets aujourd'hui qui sont morts, qui sont plus jamais levés. C'est quoi dans ton avis par rapport à ce secteur des mêmes coins là? Est-ce que tu considérais quelqu'un à y investir ou bien comment? Bon, pour être honnête, en 2021, j'avais un portefeuille de plus de 500 mêmes coins. Donc, je comprends ces gars. On est passé par là. Bon, aujourd'hui, particulièrement, je n'investis pas dans les mêmes coins. Je ne peux pas conseiller une personne d'investir dans les mêmes coins s'il n'est pas mature. Parce que la vérité, c'est que il y a la liquidité dans les mêmes coins. Il y a l'argent dans les mêmes coins. Mais il faut, selon moi, il faut être un professionnel pour pouvoir investir dans les mêmes coins. Je préfère encore investir dans un projet qui a quand même un fondamental solide. Même si le projet chute de 90%, j'ai espoir que avec la hype qui va revenir, le projet peut remonter. Mais je prends un exemple. J'ai racheté le Redium en 2022 à 0,2 $. Redium était négocié à plus de 17 $ en bull run. J'ai acheté à 0,2 ou 0,3 juste après le crash FTX là. Oui. Mais Redium aujourd'hui, bon, c'est vrai que j'ai vendu, mais Redium aujourd'hui, je crois que ce matin il coûtait 3 ou 4 $. Et même qu'on ne peut pas facilement faire ça. Donc, pour moi, vraiment, je suis catégorique. Je n'investis pas dans les mêmes coins. Et si je vais investir dans un même coin, c'est un même coin de luxe. Shiba, Dogecoin, tout ce qui va avec. Moi, je n'investis pas dans les mêmes coins. Donc, tu es catégorique. Même coin et toi. Mais un professionnel, quelqu'un qui sait. Parce que dans les cryptos aussi, il faut se dire la vérité. Le but, c'est quoi en fait? Le but, c'est quoi? C'est se faire de l'argent. Voilà. Donc, si une personne a déjà de la maturité, il est peut-être à son deuxième, à son troisième bull run, il sait comment ça marche. Il peut se dire que bon, moi j'ai un capital même de 2000 balles où je vais mettre dans les mêmes coins. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Et moi, je peux entrer dans les mêmes coins à une seule condition. C'est aujourd'hui. J'entre. Comme on fait le pomme là, on fait le pomme ensemble. Dès qu'il atteint mon objectif, même si ça fait encore famille, je ne suis plus là, je sors. Mais pour être honnête, il y a aussi quand même des mêmes coins qui ont une grosse communauté par rapport à certains projets solides. Donc, du coup, je peux quand même faire les efforts.
dans ce genre de cas, mais c'est difficile. Pour toi, s'il fallait constituer un portefeuille solide aujourd'hui, ton portefeuille idéal serait constitué de quoi? Ah, si on est en décembre 2022, bon. Donc, nous sommes en 2025. En 2025. Bon, moi, je devais investir selon le narratif qui m'impressionne dans le domaine de l'IE1. Non, dans le domaine je vais commencer par la RWA. Je devais investir sur Ondo. Et comme gros projet et comme petit projet, je devais investir soit sur NISA ou sur Rio ou sur SMT. Mais le projet phare, je vais investir sur Ondo. Oui. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, le projet phare, je vais investir sur Tao ou sur FIT. Tao ou FIT. Bon, je reviens dans la RWA là. Je pourrais aussi investir sur Centrifuge. Voilà. Quoique Achat a parlé une fois. Bon. Dans l'intelligence artificielle, je devais investir projet phare Tao ou FIT. Mais dans les petits projets, je pourrais investir sur 0i0 Opal. C'est vrai qu'il y a aussi le Veracity qui est impressionnant. Avec une grosse communauté. Avec une grosse communauté et une innovation assez conséquente. Avec le système de validation Proof of View. Oui. Ça va beaucoup améliorer certaines choses dans le streaming. Notamment YouTube et tout ce qui s'ensuit. En fait, là-bas, au moins, une vue égale à une vue. Effectivement. Avec la technologie blockchain et tout ça. Quand tu regardes le contexte africain, est-ce que tu penses que la crypto-monnaie est une solution pour nous jeunes de s'en sortir? Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, sur 10 jeunes que tu vas rencontrer, il y en a 7 qui pensent encore que pour réussir dans sa vie, il doit faire un travail physique, sortir le matin à 6 heures, rentrer à 18 heures, comme on dit souvent, métro, boulot, dodo. Est-ce que tu penses que la crypto-monnaie est une porte de sortie? Oui, je pense que la crypto-monnaie est une porte de sortie pour les intellectuels, pour des personnes qui ont des compétences spécifiques. Parce que je vais un peu essayer de mieux recadrer. On voit simplement crypto-monnaie en tant qu'investissement. Mais moi, j'aime beaucoup plus parler de l'aspect technologie. En Afrique, on a beaucoup de problèmes. Peut-être qu'au Cameroun, on a encore les problèmes de double van. On a encore les problèmes de faux diplômes. On a encore toutes ces applications-là. On peut résoudre ça avec la blockchain. Avec la blockchain. Je crois qu'il y a Carrefour je pense que c'est Carrefour en France. Carrefour, oui. Ils ont implémenté dans la supply chain un système de blockchain. Donc, qui suit le produit du fournisseur jusqu'au magasin. Je crois qu'il y a un projet même crypto, VeChain. Oui. Qui évolue dans la supply chain. Même Morpheus Network. Voilà. Oui. Le fameux Morpheus Network. Voilà. Donc, c'est une porte de sortie pour ceux qui sont intellectuels, qui peuvent comprendre, oui. Et non pour les dégènes. Non. Oui. Par rapport, en sautant du coq à l'âne, je vais te poser une question par rapport à un projet qui fait beaucoup mousser sur les réseaux sociaux. C'est quoi ton avis par rapport à P-Network? Qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Ça, c'est une question difficile. Pour être honnête, je crois que ça fait plus de 6 ans qu'on va partout P-Network, cliquer, faire ceci. Bon, moi, je vais connaître. Sauf si, entre-temps, le projet a changé. Mais le projet, dans sa version initiale que j'avais fait mon fondamental, je ne peux pas investir dans ce genre de projet. Bon, je vois quand même ils ont la communauté. Et là aussi, il faut apprécier, ils ont une grosse communauté et tout ce qui va avec. Mais je me demande si cette communauté, je sais pas, j'ai l'impression que ce sont des investisseurs irrationnels, mais bon. Bon, récemment, je n'ai plus fait de fondamental sur le projet. Mais moi, mon avis particulièrement, je ne peux pas acheter ce projet. Bon, en fait, je ne sais pas si le projet a évolué ou pas. Je ne sais pas, mais à l'époque, je me rappelle, à l'époque, moi-même, on m'avait envoyé un lien sur Telegram, c'est quoi, qu'il faut cliquer pour faire ceci, il faut miner, tout ce qui va avec. Bon, mon problème avec ça, c'est que, en fait, lorsque tu fais le fondamental, il y a ce qu'on appelle les consensus de validation. Par exemple, dans le Bitcoin, quand on parle de minage, on sait qu'on a la preuve de travail, le proof of work. On comprend clairement le consensus de validation.
il y a le proof of stake aujourd'hui avec les projets comme les Ethereum. BNB et tout, même américain pour le proof of stake. Il y a le proof of history Solana. qui est même voilà, par exemple, Solana utilise le proof of history couplé avec le proof of stake. Il y a bon, quand moi j'essayais donc de regarder à l'époque, je me demandais bien comment est-ce qu'on mine. Pas le simple fait de cliquer. Bon, c'est vrai que la technologie évolue, mais depuis, je n'ai pas fait Des recherches par rapport de à ça. recherche par rapport à ça, oui. Ok, d'accord. Mhm. Alors, on va passer dans une autre phase, l'avant-dernière phase de cette émission, qu'on va appeler Vision future et conseils. Vision future, conseil, d'accord. Didier Maton, où est-ce que tu te vois dans 3 ans, 5 ans dans l'univers des crypto-monnaies? Bien, je continue le même principe. Je serai toujours holder et trader. Je ne me vois pas en train de créer une crypto-monnaie communautaire ou alors créer une crypto-monnaie propre à l'Afrique. Non. Mais bon, j'ai quand même l'intention de. C'est vrai que j'ai l'intention d'apprendre à déployer des applications effectives sur la blockchain parce que je suis développeur, mais je ne suis pas dans ce secteur-là. secteur. J'ai un ami là qui m'écoute là. Il sait qui m'écoute. Il sait qui va écouter la vidéo, c'est Maldini. Lui, par contre, lui, par contre, il est excellent, hein. Il fait il fait de grosses applications sur la blockchain. Effectivement. Donc, dans 3 ans, 5 ans, bon, c'est vrai que j'ai l'intention d'apprendre à faire ça, mais je me vois toujours en tant que holder, en tant que crypto trader. Donc, dans 3 ans, 5 ans, on sera peut-être en train de vivre un autre bull run. Bon, c'est vrai aussi que le marché évolue. En termes de maturité, le marché devient de plus en plus mature. Je ne sais pas si dans 5 ans, lorsqu'on va parler de bull run, on sera toujours... Avec ce type de volatilité? Non, je pense pas. Parce qu'en principe, quand tu regardes toutes les technologies, que ce soit l'avenir d'Internet, que ce soit, bref, même les téléphones, généralement, au départ, il y a, oui, mais à un moment, ça devient un peu mature. Donc, je me dis que dans 2027, 2027, 2028, 2028, 2029, est-ce que, je crois que je serai toujours investisseur. Je serai un pro Bitcoin, c'est sûr, et puis je vais continuer mon crédit dans les cryptos, oui. Que dirais-tu à un jeune Africain qui veut se lancer aujourd'hui? Dior, do your own research. En fait, il faut se former. Parce que la vérité, c'est qu'il y a plusieurs pans pour se faire un couloir dans les crypto-monnaies. J'ai essayé de regarder les différents pans. Par exemple, si c'est une personne si c'est un informaticien, il peut par exemple apprendre à développer sur la blockchain et se lancer. Si c'est par exemple une personne qui n'est pas forcément un informaticien, mais qui aimerait se faire de l'argent, il peut apprendre la finance décentralisée. Il y a plusieurs applications de finance décentralisée. Il peut apprendre à farmer, il peut apprendre le staking, le borrow. Donc, en fait, c'est que lorsque tu te formes, tu essaies de modifier ta perception des crypto-monnaies. Tu comprends qu'en réalité, on est dans la finance. Par exemple, aujourd'hui, là où nous sommes là, je peux t'amener sur la blockchain. Tu peux emprunter de l'argent sur la blockchain, tu déposes un collatéral. Donc, il y a beaucoup de choses, il faut se former. Il y a plusieurs pans. Si la personne est intéressée par le crédit, il faut développer les compétences, il faut créer. Donc, je crois que... La formation, c'est le mot d'ordre. La formation, c'est le mot d'ordre. Et puis, après la formation, la personne va essayer de regarder quel est le couloir qui est le plus juteux pour lui et se lancer. Didier, si on te donnait la possibilité de revenir quelques années en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Je devais être un pro Bitcoin. Donc, dans mon portefeuille, stratégie ultime, je devais faire mon DCA sur le Bitcoin. Donc, je devais acheter mon Bitcoin normalement en DCA à partir de 35 000, 30 000, 25 000, 20 000, 16 000, comme je parlais, 15 000. Et puis, je devais simplement attendre. Et lorsque j'ai fini ma Bitcoin season, je devais investir dans les principaux projets des milieux narratifs, la deeping, l'intelligence artificielle, RWA, Layer 2. Voilà, Layer 2 et tout. C'est ça. Ok. Pour toi, parmi tous les projets qui sont listés, quel est le projet que tu vois le plus en dehors du Bitcoin, aller plus loin dans l'avenir? Solana.
Solana. Je vois que tout le monde a seulement Solana dans la bouche. Solana. Bon, en fait, pour moi, Solana, c'est mon meilleur projet. Depuis la base, j'ai vraiment aimé Solana. Je me rappelle quand Solana avait le problème, avec le crack de FTX, avec ce qui s'est passé. Lorsque Solana a chuté, j'ai eu le cœur de racheter Solana à $10. J'ai fait une DCA d'investissement de $10, $27 pour acheter, pour prendre le Solana. Et j'ai revendu ça à $175. Donc, Solana. Ok, on arrive dans la partie bonus. Je crois que ça peut plaire à tout le monde. C'est le jeu est simple. Une question, une réponse directement, qui suit direct. D'accord. Alors, c'est quoi ton coin préféré? C'est quoi ton coin préféré? tu hésites? Il y a tellement de coins préférés. Oui, c'est lequel? Un seul. Oui, un seul. Fetch. Le Fetch.ai. C'est quoi ton pire achat crypto? Mon pire achat crypto. MNW. MNW. MetaMask ou Ledger? Ledger. Un influenceur crypto que tu respectes? Jocelyn Gonga. Une prédiction crypto pour 2026. Pour 2026. Oui. Bullrun effectif avant janvier 2026. Un mot pour la fin sur les cryptos. Sur les cryptos, qu'est-ce qu'on va dire? Formez-vous les gars. Il y a beaucoup de miel et on a besoin des abeilles. Formez-vous. Vous l'aurez compris, pour cet épisode-ci, Didier nous a présenté un peu son parcours, ses difficultés. Et je pense que s'il nous donne encore l'occasion, on pourra faire d'autres épisodes pour aller un peu plus en profondeur, notamment dans le trading, ces différentes méthodes de trade, prise de position, et même pourquoi pas des conseils encore un peu plus juteux dans le domaine de la finance ou comme les développeurs, data science, analyse des données. On pourra encore entrer en profondeur. Merci Didier d'avoir participé à cette émission. Thank you.